Salut tout le monde, ça y est, les vacances sont terminées, le football européen reprend ses droits, c'est déjà le cas en tout cas dans les championnats d'EPL, de Ligue 1 et de Liga, et les vacances sont aussi terminées pour la chaîne, ça y est, ça fait un mois et demi qu'on n'a pas fait de petite vidéo, mais ça y est, c'est reparti, on s'est bien ressourcé, et on est chaud pour ressortir à nouveau une vidéo minimum par semaine. Et ce soir, on va s'intéresser à deux des clubs qui intéressent à mon avis le plus grand nombre. Manchester United, ce projet Amorim, l'an 1, le vrai an 1, avec sa préparation estivale, son recrutement. Est-ce que la sauce Amorim va finir par prendre? Et puis de l'autre côté, on a Arsenal qui pour le coup, lui, ne sera pas dans une totale reconstruction. Arsenal, un club qui bosse bien, contrairement à Manchester United, depuis de nombreuses années, mais qui ne gagne pas de titre. Là, l'ambition, c'est d'aller en chercher un maintenant. Win now. Est-ce que ce Arsenal de Arteta en a les capacités? On a peut-être quelques éléments de réponse déjà avec ce match. On tarde pas plus et on part directement sur l'analyse des mercatos de ces deux clubs. Est-ce que ce sont des faux bons mercatos? C'est la question que je me suis posée. Parce que quand on regarde les noms qui ont été pris, si on réfléchit pas trop longtemps, on se dit que c'est forcément des bons mercatos. Quand tu prends du Cunha, quand tu prends du Šeško, quand tu prends du Mbeumo, comment ça pourrait être un mauvais mercato? Quand tu fais venir Gyökeres, un des 9 les plus hype de la planète, sur un secteur de jeu où on dit depuis de nombreuses années qu'Arsenal aura besoin d'un grand neuf, tu prends du Gyökeres, quand tu densifies ton milieu avec du Zubimendi voulu par le Real, avec du Norgard, joueur de rotation mais qui est justement parfaitement profilé pour ça, et que derrière Raya, tu mets Kepa qui quand même a fait une très bonne saison à Bournemouth, après évidemment des saisons plus galères, mais voilà, que c'est ton numéro 2. Est-ce que ça peut être un mauvais mercato? Mais en même temps, moi les questions que je me pose, alors côté Arsenal, c'est déjà, je suis pas convaincu que Gyökeres soit le bon choix, je suis pas convaincu qu'il ait le bon profil pour être le joueur qu'il fallait à Arsenal, une équipe de possession défensive. J'ai beaucoup de réserves sur Gyökeres et parmi ces 6 recrues, je dirais que lui et Madueke sont les deux sur lesquels j'émets des réserves. Et Madueke encore plus, pour le coup, là je comprends pas trop. Alors ok, c'est pour un backup de Saka, mais Madueke c'est pas un joueur qui me plaît beaucoup. Bon, à voir, il est jeune, peut-être que je sous-estime sa marge de progression. Christian Mosquera derrière Saliba, Gabriel par contre, ça c'est top. Et puis Zubimendi, ouais non, top recrue. Côté Manchester United, on a quoi? On a Cunha, alors pour le coup, joueur assez intriguant, assez énigmatique, on reviendra sur son parcours tout à l'heure, je savais pas trop quoi en penser, mais j'étais plutôt favorable dans l'idée de ce recrutement. Šeško, à voir, très très gros potentiel, mais la saison dernière était très moyenne de son côté, donc à voir s'il réussit à retrouver le niveau qu'il a eu à un moment et à augmenter encore pour devenir le top player qu'il est censé devenir. Et Bryan Mbeumo, alors Bryan Mbeumo, là j'ai plus de mal. Pas forcément par rapport à Bryan Mbeumo directement, mais par rapport au fait que tu recrutes 3 offensifs qui vont forcément pousser à bencher Amad Diallo, qui pour moi était le meilleur joueur de Manchester United l'an passé. Et du coup, je ne comprends pas ce choix. Pour moi, tu devais faire 2 grosses recrues à la limite, si tu comptes remplacer Rashford, Sancho, etc., dont tu veux plus Garnacho. Mais tu devais laisser une place dans le trio offensif pour Amad Diallo. Et donc 2 grosses recrues auraient suffi. 3, je trouve que c'est une de trop. Mais on reviendra là-dessus puisqu'on reparlera de Cunha surtout et Mbeumo au cours de l'analyse. Alors après, côté Manchester United, je suis assez surpris quand même des montants dépensés quand on se souvient de la cure d'austérité dans laquelle le club était. Suppression du rôle d'ambassadeur de Sir Alex Ferguson, fin des cartes de crédit d'entreprise, suppression des dons aux associations, 250 employés qui vont être limogés, l'histoire assez comique, triste, de Ruben Amorim qui doit payer les places aux proches de son staff pour la finale de Ligue Europa. Bon voilà, la cure d'austérité à plus de 200 millions de recrutement, sans être qualifié pour la Ligue des Champions. Bon, ok. Je sais pas s'il y a une DNCG là-bas, mais à mon avis, si ça part pas en Ligue des Champions ou en Europe, ça va être compliqué pour Manchester United en fin de saison. Mais bon, ça c'est pas à moi d'en juger, je suis pas économiste. Côté Arsenal, vous me direz les suiveurs d'Arsenal, je précise, je suis ni supporter d'Arsenal ni supporter de Manchester United, je regarde pas tous les matchs de ces deux équipes, donc j'ai beaucoup moins de connaissances que tous les vrais suiveurs, et évidemment n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je dis des bêtises, ou à apporter vos éclairages sur les notions que je maîtrise moins. En tout cas,
Il me semblait l'année dernière que l'un des problèmes d'Arsenal, c'était le fait qu'il n'y avait pas de backup pour Odegaard. Et c'est un double problème en fait pour moi qu'il n'y ait pas de backup pour Odegaard, c'est que ça ne lui permet pas d'être mis au repos sur certains matchs pour être plus en forme lors des matchs plus importants, mais c'est surtout aussi que ça ne le pousse pas ça ne le tire pas vers le haut, puisque là il a une absence totale de concurrence à son poste. Il n'y a que lui qui joue comme il sait le faire à ce poste-là. Ça, je trouve pas ça normal. Et donc je trouve que ça reste quand même un bémol du mercato d'Arsenal pour l'instant. Ouais, voilà, pas grand chose d'autre à dire sur ce recrutement. On reviendra sur les cas individuels un peu plus tard. Au niveau des systèmes de jeu, donc on a le fameux 3-4-3 de Ruben Amorim. Bon, les systèmes comme ça sur les compos maintenant, c'est pour faire joli, hein. On sait évidemment que les animations offensives et défensives font que les équipes évoluent dans des systèmes qui n'ont rien à voir avec ça. Mais en tout cas, au niveau des individualités, on a Bayindir dans les cages. On s'attendait potentiellement à Onana, même si après les dingueries de la fin d'année passée, on savait que ça pouvait très bien switcher. Onana n'est même pas sur le banc. Amorim a dit en conférence de presse, oh, je ne l'ai pas mis de côté, j'ai juste choisi 2 joueurs à sa place. Mais il n'est pas de côté, c'est juste que j'ai fait passer les 2 autres devant. Ok. Luke Shaw préféré à Maguire, je m'attendais pas à ça, mais pourquoi pas. Mason Mount titularisé, alors ça, vu le match qu'il a fait, je vous le dis, ça va pas réarriver très souvent. Là pour l'instant Šeško il est pas encore pic de forme, donc c'est pour ça qu'il est sur le banc, mais Mount on va pas le voir souvent. Dalot à droite, Dorgu à gauche, Casemiro Fernandez en double pivot. Côté Arsenal, la paire indéboulonnable, Saliba Gabriel, la meilleure paire de centraux pourtant probablement au monde. Raya dans les cages, Ben White, Calafiori, donc les latéraux un peu surprise, pas de Timber, pas de Lewis Kelly, mais bon on voit que là il y a de la profondeur à très haute qualité, hein. Ben White, Calafiori c'est très fort. Zubimendi, Odegaard, Rice, Zubimendi dans le cœur du jeu, ça y est. Gyökeres en pointe, enfin un vrai neuf en pointe d'Arsenal, est-ce que c'est vraiment ce type de neuf là qu'il leur fallait? Saka à droite, Martinelli à gauche, du classique chez les Gunners. Au niveau animation défensive pour Manchester United, ça défend à 5, en 5-2-2-1. Arsenal, offensivement, ça essaye de jouer entre les lignes. Gyökeres ici qui va aussi peser pour faire des appels en profondeur, ce qui n'existait pas trop à Arsenal. Il n'y avait pas vraiment ce neuf qui faisait des vrais appels tranchants vers la profondeur. Là, Gyökeres, il va apporter ça. Animation offensive de Manchester United, ça relance en 3-1. 5 ou en 3-2-5, bon on va dire le 3-2-5 un peu asymétrique ici. Les 3 hommes de derrière c'est très souvent Yoro, De Ligt et d'habitude c'est Shaw, mais ici Shaw il est là, il a permuté avec Bruno Fernandes qui vient à la relance, sauf que dans ce match en fait Bruno Fernandes quand il est venu à la place de Shaw pour relancer, il a perdu des ballons dangereux et très vite Manchester United a arrêté de faire ça. Shaw est resté en place et Bruno a évolué un cran plus haut sur le terrain. Voilà, rien de nouveau. Bon, les couloirs guardioliens, il y a un joueur dans le bas de l'écran qu'on voit pas. À la relance, pas de relance courte, pas de prise de risque, etc. Si le gardien joue avec un joueur, c'est avec un joueur qui a beaucoup d'espace. Et le plan de jeu de Manchester United, il est clair, c'est de chercher le jeu direct vers l'avant, arriver dans la surface adverse en 2-3 passes max et en abusant des longs ballons. Ici, on a De Ligt qui envoie une superbe passe pour Dorgu qui fait un top appel. Ça peut finir par un but, hein. Alors ça donne rien du tout parce que Dorgu rate son contrôle. Mais là, ici, on voit qu'Mbeumo, il est passé devant. Si Dorgu, il arrive à remettre en une touche, ce qu'il essaye de faire en fait, mais il rate le ballon, ça peut être très dangereux. Là, on l'a aussi avec Diogo Dalot qui envoie Bruno Fernandes en profondeur. Pas mal de fluidité dans le système de Manchester United. C'est pas forcément Cunha et Mbeumo qui font les appels dans le dos de la défense. Ça peut aussi être Bruno Fernandes. Bon contrôle de la poitrine, ici il y aura une faute qui donnera un très bon coup franc à Manchester United. Et puis là on a encore Bruno Fernandes en une touche, là ici qui va mettre un top ballon pour Diogo Dalot. Mais malheureusement le ballon est un tout petit peu trop proche de Gabriel qui va réussir à intervenir au dernier moment. Mais ça s'est joué à rien que Dalot se retrouve en très bonne position. Côté Arsenal, Nicolas Jauvert a encore frappé puisque Arsenal a encore marqué sur corner. Voilà, que les tactiques d'Arsenal sur corner c'est très bien connu depuis l'année dernière, une des équipes les plus créatives dans ce domaine. Là ici ils ont 5 joueurs aux abords de la surface, Saliba qui est le joueur clé en fait sur ce corner,
pas pour faire la tête qui va finir au fond, mais pour en fait gêner le gardien. Alors vous voyez que c'est sournois, hein. Il le gêne pas dès le début. Il se met dans une position où le gardien croit qu'il est tranquille. Et petit à petit, il va se rapprocher de lui pour au dernier moment faire un genre d'écran sur lui, sans tenir, sans mettre les mains. Il bloque le gardien, Baïndir, il est pas solide sur ses appuis, il touche la balle, il la dévie de la main, mais trop mollement, ça revient sur la tête de Calafiori qui termine. Quand je vois le ralenti, je me dis, ouais, c'est limite de la triche, ce truc. Mais en fait, le truc, c'est que derrière, il y a eu des corners pour Manchester United où ils ont bougé Raya, mais salement, et Raya, en fait, il s'est juste pas laissé faire. Et en fait, c'est juste ça la PL maintenant, c'est ça le nouveau credo pour les gardiens. Il faut qu'ils comprennent que dans leur surface, eh ben, ils doivent jouer des épaules, ils doivent dégager tout ce qu'il y a devant eux et se faire de la place pour aller jouer le ballon. Parce qu'en fait, si le mec vient à l'épaule sur eux et les déstabilise, ce sera jamais sifflé. Donc Baïndir, il est peut-être encore un peu tendre en PL pour ça, mais là, ben, ce match, c'est un match pour apprendre et il va falloir qu'il soit beaucoup plus agressif dans sa surface de réparation parce que voilà, c'est la PL, c'est pas sifflé et il faut s'adapter. Arsenal, donc, Jover again, et puis c'est tout. Les supporters des Gunners, vous me direz dans les commentaires, mais j'ai halluciné. Arsenal n'a rien essayé de produire dans ce match. J'ai vu plein de matchs d'Arsenal l'an passé. J'ai jamais vu Arsenal aussi invisible. Le résumé du match d'Arsenal, c'est qu'ils ont mené au score à la 12e minute, et puis ils menaient toujours au score à la 95e. Mais voilà, ils n'ont rien produit. Ça se voit sur les notes des joueurs. Les défenseurs sont très bien notés, et voilà. Mais devant, Gyökeres, il a absolument rien fait, il a été fantomatique dans ce match. Bon, voilà, tranquille, hein. C'est son premier match officiel en PL. Voilà, on va pas non plus tirer sur lui dès le début. Mais bon, là on n'a rien vu. Saka, je sais pas, il avait pas envie. Martinelli, transparent. Rice, match très moyen. Odegaard, il a un peu plus tenté, mais c'était pas fou. Enfin, vraiment Arsenal, ouais, non. Diesel, une grosse équipe qui se lance tranquille dans sa saison, quoi. Le banc n'a rien apporté de spécial. Madueke, il s'est fait mélanger. On reviendra dessus, je montrerai les actions, mais Amad Diallo, il en a fait sa chose. Rien à signaler. Arsenal, franchement, pas intéressant ce match pour parler des Gunners. On le voit dans les stats, très peu de passes pour Arsenal, 220 passes réussies, c'est peu pour une équipe de leur calibre. Et puis surtout dans les duels, c'est là qu'on se dit, ah ok d'accord, ils étaient ailleurs. 43% de duels remportés, 16 duels gagnés de la tête sur 39 dans les duels aériens. C'est pas le Arsenal qu'on connaît. Non, bref. Donc voilà, on va pas trop s'attarder sur eux. Gyökeres, il sort à la 60e, pas eu le temps de montrer grand chose. Bon, à suivre. Du coup, on va s'intéresser plus à Manchester United. Là, il y a eu plus de choses. Et il y a eu notamment une connexion que j'ai trouvée assez intéressante. C'est la connexion entre Bryan Mbeumo et Diogo Dalot. Ils ont beaucoup combiné, avec Mbeumo qui a souvent fixé comme ça, pour ensuite décaler Dalot en dédoublement. Dalot qui a énormément couru, qui a vraiment mangé son couloir toute la partie. Bon match de Dalot, j'ai bien aimé. Là, Mbeumo, la passe, il la met trop tard. Dalot est hors jeu, alors que c'est une passe facile. Et Mbeumo, ben voilà, on reviendra sur son cas tout à l'heure, mais voilà, il a été brouillon dans ce match. C'est pas un très bon match de sa part. On en reparlera tout à l'heure. La connexion, on la revoit ici aussi. Vous voyez que Dalot, là, ici, il part de vraiment très très loin. Il baisse la tête et il fonce. Et pareil, il se retrouve ici. Et pareil, ça peut finir en but, hein. On voit qu'ici, Cunha, il est passé devant. S'il arrive à mettre la passe ici et que c'est pas contré par Gabriel, ça peut être un but, ça. Donc voilà, cette petite connexion à suivre. Mais le problème de cette connexion qui est à suivre, c'est que Mbeumo, moi j'ai trouvé qu'il a joué à contre-emploi pendant tout le match. Pendant tout le match, j'ai vu quoi? J'ai vu un Mbeumo qui était attiré par l'axe et qui du coup devait avoir le rôle d'un ailier, mais n'avait pas envie d'avoir ce rôle-là. Du coup, en tant qu'ailier, il a strictement rien produit d'intéressant. Il a pas percuté une seule fois, il a pas passé un seul dribble, et plein de fois il a raté des petites passes bêtes, comme la passe qu'il met à Dalot, que je vous montrais tout à l'heure, où en fait Dalot est hors jeu, comme cette passe là qu'il envoie en 6 mètres pour une passe destinée à Amad Diallo, mais en fait Amad il était pas parti. Donc il a été brouillon sur l'aile, j'ai pas aimé. Alors que par contre, dès qu'il a été plus axial dans son positionnement sur le terrain, il a fait des appels super tranchants. Là ici, sur cette passe de peut-être Bruno, il fait une super remise en talonnade pour Cunha en une touche. Cunha qui arrive, qui lâche une belle frappe, Raya qui fait l'arrêt. Là, il est intéressant. Et pareil, ça se voit même sur le positionnement des joueurs.
Là, c'est lorsqu'il y avait Diogo Dalot, qui est le numéro 2. Et Mbeumo, il est ici, mais vous voyez, il est pas très proche de la ligne quand même. Il est attiré par l'axe. Mais à la limite, les deux, bon, c'est un peu complémentaire parce que du coup, ça ouvre l'espace pour Dalot pour passer ici. Pourquoi pas? Mais je pense vraiment que Amorim, il cherche un vrai ailier pour ce poste-là. Enfin, il a besoin de ça. Dans la façon dont Manchester joue, il a besoin d'un gars qui est capable d'être un vrai ailier, de percuter, d'éliminer. Et là, Mbeumo, je l'ai pas vu capable de faire ça. Et je l'ai pas vu capable de faire ça parce qu'en plus, je l'ai trouvé vraiment emprunté. Beaucoup moins tranchant physiquement, beaucoup moins affûté que l'année passée. Le gars, il a dit en interview que c'était le club de ses rêves. Mais je suis désolé, le club de ses rêves, il débarque, il est pas affûté comme l'année dernière. Il a pris du poids pendant les vacances, clairement. Enfin, je sais pas. Moi, je débarque dans le club de mes rêves. Je me fais une prépa physique, mais de mammouth. Enfin, je sais pas, j'arrive au top de ma forme. Là, je trouve ça bizarre d'arriver un peu en dilettante comme ça. Est-ce qu'il aurait fait ça dans un autre grand club? Je sais pas. Je trouve ça un peu... pas manque de respect, mais pas top, quoi. Pas top. Donc voilà, et d'autant plus qu'après, deuxième mi-temps, quand Amad Diallo y rentre, regardez le positionnement moyen, et c'était aussi mon ressenti visuellement pendant le match, c'est que les deux ils se marchent dessus. Les deux ils ont envie d'être un peu au même endroit, et du coup, l'équipe elle est déséquilibrée. Amad Diallo il fait pas les replis défensifs que fait Dalot, l'équipe elle subit plus, alors après tu me diras là ils sont menés, ils voulaient revenir, donc bon c'est normal qu'ils ouvrent plus d'espace, et pourquoi pas finir les matchs comme ça avec Amad et avec Mbeumo. Mais moi, c'est pour débuter les matchs dont je parle. Je suis désolé, mais Amad Diallo, dès qu'il est rentré, ce qu'il a fait, c'est ce qui était attendu de Mbeumo pour moi pendant le match. Il a mélangé ses adversaires, notamment Madueke, dont il a fait sa chose. Là, on a une première action, il va l'éliminer, tac, il déclenche la frappe. Enfin voilà, c'est propre, rien à dire. Une minute après, on était à la 76e tout à l'heure, une minute après, il le remélange à nouveau, il passe, là il percute, il rentre dans la surface, il lâche un centre en retrait ici, c'est hyper dangereux. Ça, j'ai jamais vu Mbeumo faire ça, mais c'est normal, c'est pas ça sa qualité principale. Donc ça pose un problème que je soulevais aussi au moment d'évoquer le mercato de Manchester United, c'est que je suis désolé, mais le titulaire ailier droit, pour moi, ça doit être Amad Diallo. C'est le meilleur joueur à ce poste. Et du coup, ça pose un problème de nombre, parce que du coup, tu vas avoir du Cunha à gauche, et tu vas avoir du Šeško en pointe, ou du Mbeumo en pointe, mais en tout cas, les trois, ils peuvent pas jouer ensemble. Pour moi, tu peux pas avoir et Šeško, et Cunha, et Mbeumo sur le terrain, et avoir le meilleur 11. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les supporters de Manchester United, mais moi, vraiment, je milite pour un Amad Diallo titulaire. D'autant plus que dans le match, il ressort ses stats. Amad Diallo, PL last season, la saison dernière en PL, meilleur buteur de l'équipe avec 8 buts. Mais en fait, il a 16 contributions décisives, 8 buts, 8 passes décisives, en seulement 26 matchs. Sachant que dans les 26 matchs, il y en a plein qui n'a pas débuté. Tous ceux du début, il ne les débute pas. Je suis désolé, c'est ton meilleur joueur de la saison passée, en tout cas, un de tes meilleurs joueurs de la saison passée. Tu dois construire là-dessus. Et Manchester United, ils font systématiquement la même erreur. Ils construisent pas sur ce qui marche dans le passé. Là, t'as un truc qui a vraiment fonctionné, c'est Amad. Et tu laisses Amad. Tu recrutes un mec pour être une doublure d'Amad Diallo. Tu recrutes, je sais pas moi, un Talbi de Bruges, un gars comme ça qui va être doublure. Tu lui mets pas un top titulaire dans les pattes. Enfin bref, ça c'est mon avis sur la situation Amad Mbeumo. Par contre, parmi les recrues, alors Mbeumo pour l'instant, je suis pas convaincu qu'il soit bien utilisé, mais par contre Cunha, oh là 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 là, il m'a bluffé. Alors le parcours du gars un peu sorti de nulle part, incompréhensible, il est au FC Sion, il vaut 1,5 million, il se fait acheter 15 millions par Leipzig, x10, tu dis ok, oula, ah ouais quand même. Leipzig le revend finalement 2 ans plus tard, 18 millions au Hertha. 18 millions pour le Hertha, c'est quand même pas mal. Le Hertha, ils le revendent 35 millions à l'Atlético. Un an après, c'est là que je l'ai connu, c'est là que je découvre qui est Cunha. Il donne rien du tout à l'Atlético, il fait 0. L'Atlético le prête aux Wolves, les Wolves l'achètent. Et là, je me dis, le gars, il vaut plus que 25 millions, il a floppé à l'Atlético. Ils vont l'acheter prix de la valeur marchande. 50 millions, x 2. Il le paye 2 fois sa valeur marchande. Je comprends plus rien. Après en PL, je vois, il marque pas beaucoup, je vois pas les matchs des Wolves, mais bon, après, voilà, le foot c'est pas que des stats, mais il marque pas beaucoup, il est pas, voilà, mais j'entends pas mal parler de lui, et en bien, à chaque fois. On me dit, ouais, volume de course extraordinaire, il est percutant, tranchant, technique, voilà, c'est un attaquant collectif, un attaquant d'équipe, il est au top.
et tout, il commence à devenir un joueur majeur de Première Ligue, il fait une deuxième partie de saison l'année dernière monumentale, et Manchester qui paye 74 millions. Bon ok, à voir. Et ben là, j'ai au moins vu ce match-là, et franchement, waouh, clairement le meilleur joueur du match pour moi. Là ici, il va faire une Olivier Tom, il voit l'espace, il part dedans, il élimine 1, 2, 3, 4, 5 joueurs d'Arsenal, parce que regardez, hein, là 3 déjà pour commencer. Et puis ensuite, même Gabriel, hop là, le mec il a failli faire mettre un but à Arsenal tout seul. Et il arrive ici, il frappe, c'est pas assez croisé, Raya bien placé. Bon, voilà, mais déjà première action qui me fait faire ouvrir grand les yeux. Et puis derrière, celle-ci qui est vraiment sa meilleure action du match. Là on a Bayindir, d'ailleurs petit mot rapide sur Bayindir, mais donc pas convaincant sur le corner là, bon voilà, pas assez impactant, mais par contre jeu au pied de Bayindir, il m'a impressionné. Tous les ballons ça finit sur des têtes mancuniennes ou dans les pieds mancuniens, que ce soit mi-distance, longue distance, il a une patate de malade, il a fait un dégagement à un moment dans les 35 mètres adverses. Je fais ah ouais quand même, et là ben voilà, il met une super passe pour Cunha qui est censé normalement contrôler, protéger son ballon parce que bon on sent bien la pression de Ben White derrière. Et ben non, contrôle orienté grand pont sur Ben White, magnifique, derrière accélération, il passe le corps devant à l'épaule, il bloque la course, il se met bien dans la course de Ben White pour l'empêcher d'intervenir, et il donne une top passe pour Mbeumo dans la profondeur. Voilà, tout ça qui est parti d'un ballon qu'il a reçu dos au but à 70 mètres des cages, et ben ça termine par une passe, par une course de 50 mètres et une passe qui finit dans la surface de réparation. Et Mbeumo, voilà, qui est pour moi pas en forme, qui va bégayer l'action et ça va rien donner, mais Cunha, impressionnant. Et dernière action qui m'a marqué, celle-ci où Mount, d'ailleurs petit mot sur Mount, mais waouh, le niveau de fantôme qu'il a atteint là, c'est très chaud. À mon avis, on le reverra pas souvent dans le 11 titulaire. Il met une passe à Cunha ici, où normalement il peut rien se passer, là il est censé ressortir sur Dorgu, il y a même Dorgu qui lui fait le signe. Eh ben non, il fait feinte de passe, il met un énorme coup de rein, accélération, et il se retrouve ici, et là il lâche une masterclass de frappe qui part petit filet, mais ça aurait été un but top. Et ça nous fait enchaîner sur le point suivant. Bah, le point suivant c'est qu'il n'y a pas eu but parce qu'il y a God Raya dans les cages. Waouh, le débat Ramsdale-Raya n'a jamais existé. Raya est un monstre. Ramsdale est un très bon gardien, mais Raya est un monstre. Cet arrêt-là, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Il n'y en a vraiment pas beaucoup qui le font. Il va au sol à une vitesse hallucinante et il fait une manchette qui dévie le ballon et qui la met en corner. Mais ouais, Cunha, dans la même situation contre la moitié des gardiens de PL, ça c'est un but. Enfin, plus de la moitié des gardiens de PL, même si je raconte, il y a peut-être, je sais pas, peut-être Alisson qui la sort. Le reste, je suis pas certain. Honnêtement, Raya incroyable, toujours bien positionné, il rend les arrêts difficiles, faciles parce qu'il est tout le temps bien placé. Là ici, superbe tête d'Mbeumo, il la sort relativement facilement, mais ça aurait pu ne pas être si facile s'il était moins bien placé. Vraiment top joueur, probablement le meilleur joueur du match pour Arsenal. Au niveau du bilan du match, bon ben dans les prestations individuelles, j'ai bien aimé Casemiro, il a récupéré pas mal de ballons, il a aussi servi de rampe de lancement à plusieurs actions, il a été précis techniquement. Yoro, un match propre. De Ligt, j'ai bien aimé le match de De Ligt, ça m'a fait plaisir de le revoir un peu, faire des relances longues comme ça, faire des longs ballons, des longues transversales, très propre dans tout ce qu'il a fait. Luke Shaw, je pense pas qu'on le reverra trop, à mon avis Maguire va passer devant. Dalot, j'ai bien aimé son match, beaucoup de volume de jeu. Dorgu, très intéressant, très grosse frappe de balle, à un moment il met une patate sur le poteau, très excentré, côté gauche. Dorgu j'ai bien aimé, Mount on l'a dit, fantôme. Cunha, il m'a bluffé. Et Mbeumo, ben voilà, moi je préférerais voir Amad Diallo ici, et Mbeumo je préférerais le voir en pointe, ou alors Chesco, mais pour moi c'est entre ces deux-là qu'il faut faire un choix en pointe, mais tu dois titulariser Amad Diallo, selon moi. Voilà pour ce débrief et cette analyse sur Manchester United et Arsenal. Il y a plein de clubs hyper intéressants cette année à suivre, hein, puisque là le mercato a été hyper actif de partout. Le Big Six de PL, tout est intéressant, Chelsea, Tottenham, on essaiera de faire des vidéos d'analyse sur ces équipes là aussi, mais en dehors de la PL, il y a aussi plein d'équipes qui sont intéressantes à suivre, le retour de Naples en Ligue des Champions sous Conte, la Juve de Tudor en Italie, Strasbourg en France,
Marseille aussi, ça aurait dû être intéressant, ça devrait être intéressant, mais bon, je vois qu'il y a déjà des choses reloues là avec Rabiot. Là, ça donne la flemme, honnêtement, ça donne la flemme. Et puis, côté Bundesliga aussi, même le Leverkusen de Ten Hag, ça y est, Ten Hag dans un autre contexte que le contexte mancunien qui détruit tout le monde, va-t-il redevenir le Ten Hag de l'Ajax et rendre ce Leverkusen qui s'est fait dépouiller à nouveau une top équipe? Voilà, et puis plein de petites équipes aussi, hein. Bon, la PL regorge de petites équipes à suivre, hein. Bournemouth, Nottingham Forest, le retour de Sunderland, incroyable. Voilà. Bon, en tout cas, on se retrouve, à mon avis, très vite pour une prochaine vidéo, parce que j'ai bien envie de couvrir le match du Real Madrid demain. Donc voilà, et puis les émissions vont bientôt reprendre, on annoncera les dates bientôt. Il est 1h30 du matin, je vais aller me coucher. Salut la team, merci à ceux et celles qui ont suivi la vidéo, et on se retrouve bientôt.